Siam. Alors le premier thème, c'est évidemment la crise agricole. La France en fait-elle assez pour son agriculture? Alors ce matin, la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, doit se rendre en Occitanie pour lancer une campagne de vaccination massive. Sauf que nous dit la ministre ce matin? Elle a ouvert la porte à une éventuelle suspension de la procédure jusqu'ici en place pour gérer la dermatose nodulaire contagieuse. C'est son petit nom. Au-delà de la crise sanitaire, la crise est désormais politique. C'est une Léonidas, très très profonde. Je vois que vous avez envie de réagir. Non mais c'est un élément qui vient s'ajouter à une situation que vous aviez très bien décrite. On était en excédent il y a 3 ans, un excédent commercial. Oui. Notre monde agricole. Plus de 10 milliards en 2022. On est en déficit de près de plus de 300 millions cette année. C'est une dégringolade vertigineuse. Enfin, c'est une crise très très profonde, une crise économique, une crise de modèle, avec un secteur qui est très très accompagné par la PAC, par des subventions, par des aides très encadrées, et très encadrées par des structures qui, depuis 3 ans, sont mises au défi d'à peu près tous les problèmes qui existent dans l'économie. C'est-à-dire surréglementation, des contrôles dans tous les sens, un modèle économique qui a du mal à suivre le contexte environnemental, le contexte international dans lequel il doit s'inscrire, et des autorités politiques et institutionnelles qui sont absentes, sauf pour une chose, qui est d'accumuler des réglementations. Et d'ailleurs, toutes ces administrations qui sont présentes, elles ont un rôle, elles administrent, elles font des règles, elles pondent des normes, et donc comme elles sont là, elles en pondent de plus en plus. Oui. Et l'écoute, le dialogue, le travail en commun avec le monde agricole, il a eu, je ne sais plus, je n'ai pas fait le décompte du nombre de ministres qu'il y a depuis 3 ans, mais dans un contexte d'instabilité absolue, ça fait que c'est véritablement devenu totalement explosif, et à l'épicentre de ce contexte, vous avez cette effectivement contagion qui se propage, et pour laquelle, là, je suis désolé, mais il y a une riposte sanitaire. C'est effectivement celle qui est mise en œuvre. Il y en a une autre qui a tardé, c'est la vaccination. Donc elle a tardé, elle est en train d'être mise en œuvre, mais là encore... Massivement, plus d'1 million de bovidés. On voit bien qu'il y a eu un retard à l'allumage, mais tout cela est effectivement explosif. On voit bien que la situation politique délétère dans laquelle nous sommes depuis des mois, lorsqu'elle est confrontée à des crises comme celle-là, c'est tout l'édifice étatique qui est mis en doute, alors que pourtant il y a des situations dans lesquelles on en a besoin, et manquer de crédibilité politique, alors qu'à l'évidence il faut traiter dans l'urgence un risque sanitaire qui peut contaminer la totalité de nos élevages, c'est vraiment la photographie de ce qui peut y arriver de pire dans un secteur comme celui-là. Christian, ce qui est d'étonnant quand même, c'est que on était d'accord, il y a une sorte de convention sanitaire qui réunit les syndicats, les producteurs, les pouvoirs publics, les vétérinaires, les autorités sanitaires. Tout le monde, depuis le mois de juillet, s'est réuni, sauf la Confédération paysanne qui n'a pas accepté, mais pour appliquer ce protocole sanitaire. Et là, on se retrouve après 3, 4, 5 mois, 6 mois, 5 mois de crise, avec la ministre qui revient en arrière pour suspendre cette procédure d'abattage. Si on a bien lu, elle ne va pas la suspendre, elle réfléchit à la suspendre, ce qui est donc pas la même chose. Je pense qu'il ne faudrait pas mélanger les choses. C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a des sujets de surréglementation? Là, je serais tout à fait d'accord avec Léonidas, effectivement. Enfin, on cite toujours l'exemple des noisettes, assez célèbre. Dont on a ruiné la filière. La française s'est écroulée parce qu'on interdit. Alors, le nom du produit, je ne le retiens jamais, bien évidemment. Voilà. Donc oui, ça c'est clair. Maintenant, je pense qu'on est ici pour amener de la rationalité dans le débat. Et donc, ce qui se passe en ce moment n'a rien à voir, si j'ose dire, puisque des cas de contamination, il y en a déjà eu. Alors, je ne sais plus si c'est Savoie, Haute-Savoie ou Jura. Ça a commencé en Savoie, effectivement. Voilà. Où là, on a appliqué le protocole, qui est un protocole reconnu par tous les autres pays, partagé par les vétérinaires, enfin, voilà, tous les gens qui réfléchissent 5 minutes, et qui a permis de bloquer, effectivement, le déploiement de cette maladie dramatique. Et tout le monde semblait d'accord, y compris les éleveurs. Donc, on est en train de faire la même chose dans le sud-ouest.
zone qui m'est chère au demeurant, enfin passons. Donc on applique un raisonnement de bon sens. Et d'ailleurs, la FNSEA, qui est quand même le premier syndicat agricole, est dessus. Donc là, à quoi faisons-nous face ? Alors, au désarroi de l'agriculteur à qui on détruit son cheptel, ça on le comprend. Oui, on peut le comprendre, on peut comprendre l'émotion, évidemment. Hein. Le gars à qui on tue ses vaches, c'est comment dire, c'est viscéral pour lui, ça c'est clair. Bon, maintenant le reste, c'est que de la politique. C'est que de la politique, d'accord ? Les deux syndicats que vous avez évoqués sont chacun aux extrêmes, se jettent dessus, et j'en ai entendu un à la radio, ils mélangent tout. De toute façon, voilà, on prend ça, mais on parle d'autre chose. J'ai entendu des déclarations de Philippe de Villiers qui, comme d'habitude, sont totalement délirantes. Enfin, on part de A, on va à Z, on mélange tout, etc., etc. Donc, faisons la part des choses et amenons de la rationalité. Oui, il y a un problème de cette épidémie actuelle, sur lequel il faut appliquer ce qui est décidé, et pas uniquement européen, dans tous les autres pays, et de manière rationnelle, voilà. Faisons fi des extrêmes qui s'excitent comme d'habitude. Après, qu'il y ait un vrai problème pour redonner de la dynamique à l'agriculture française, ça, bien évidemment. Mais franchement, je pense qu'il faut séparer les deux choses. Voilà. Il faut qu'on redonne les chiffres, Patrick Artus. Je rappelle, un excédent commercial record de 10,3 milliards d'euros en 2022, qui est une agriculture qui a lentement décroché, 6,5 milliards en 2023, 4,9 milliards en 2024. Et là, on parle d'un déficit cumulé de 353 millions d'euros sur les 9 premiers mois de l'année. Comment on explique cette dégringolade de la balance agricole française ? Oui, il y a plusieurs explications. La première a été évoquée, c'est les réglementations. Ça joue marginalement pour l'instant, ça joue que sur quelques produits. La seconde, c'est le coût du travail. Le coût du travail est nettement plus élevé qu'en France qu'en Espagne, par exemple. Et donc, pourtant, nos agriculteurs ne se rémunèrent pas des mille et des cents. Oui, enfin, leurs salariés sont payés au SMIC, etc. Donc, et puis, surtout, il n'y a pas d'organisation de la filière et il n'y a pas d'industrialisation. Si on regarde les détails de la balance des paiements des produits agricoles, on exporte des produits non transformés, des produits frais, des céréales, des fruits et légumes, etc. Et on importe tous les produits transformés. Les produits, enfin les conserves, les sauces, etc. Et donc il y a un défaut. Enfin, c'est pas un défaut de l'agriculture, c'est un défaut de l'industrie, industrie agricole et alimentaire. Donc on est mal placé sur le marché en réalité. C'est encore une fois un problème stratégique. On n'a pas suivi le consommateur qui est de moins en moins demandeur de produits frais et de plus en plus de produits transformés. Et ces produits transformés sont essentiellement importés. Et donc on voit, quand on regarde la balance agroalimentaire en détail, on voit bien les excédents sur le groupe des produits frais et les déficits croissants sur les produits transformés. Et donc c'est un problème aussi. Et puis il y a un problème d'organisation de filière et de taille des exploitations, quoi. Oui. Mais l'essentiel, c'est qu'on a raté le mouvement de comportement. Est-ce qu'on exporte moins ? Non, ce déficit, il est dû à quoi ? C'est l'export ou l'import ? C'est les importations. Les importations sont extrêmement dynamiques parce qu'à nouveau, dès qu'il s'agit de produits transformés, on les importe. Bon, et c'est dans ce cadre-là qu'on devrait voter. Alors la France s'y oppose toujours, mais le Mercosur, en fin de semaine, normalement, ça va être totalement explosif. C'est la dernière. Il faut le voter ou pas ? Qui peut mettre la pièce. Enfin, c'est quand même l'épicentre de tous nos défauts, cette situation. D'ailleurs, pardon, juste pour rebondir sur ce que disait Patrick Artus, je pense qu'il a raison de souligner ces carences d'un point de vue industriel. Mais au milieu de tout ça, vous avez vraiment un monde agricole, ce sont des entrepreneurs qui ne gagnent rien. Oui, en souffrance. C'est terrifiant. C'est d'autant plus terrifiant que nous avons en parallèle le spectacle de largesses qui sont accordés à des catégories de la population je pense, je n'aime pas du tout ces oppositions entre les uns et les autres. On ne va pas faire la guerre de la misère, effectivement, mais il y a un vrai sujet sur la population. La population agricole nourrit la France, et ces entrepreneurs sont véritablement des gens, on va parler de la durée du travail, ils travaillent mais nuit et jour. Je ne sais pas si quelqu'un a fait la comptabilisation du temps de vacances ou des semaines du monde agricole.
mais c'est un monde à part, et c'est un monde à part en termes de revenus. Et il y a donc aussi un accompagnement par la PAC, mais qui est un accompagnement qui est à l'évidence mal calibré, parce qu'il a entretenu une situation au lieu d'accompagner une transformation. Mais c'est de la mauvaise politique. Avec des aides qui vont souvent bien davantage aux gros qu'aux petits. Ouais. Oui, mais en tous les cas, qui n'ont pas été des aides de restructuration. Oui. Et ça a été des aides pour, quelque part, j'allais dire, mettre des bouts de ficelle ou des sparadraps sur quelque chose qui était de toute façon totalement déséquilibré. Et véritablement, en termes de filière, ces moyens devraient permettre à la filière de se moderniser. Ce n'est manifestement pas le cas. Je repose ma question sur le Mercosur. Est-ce qu'il faut voter le Mercosur ou pas? Est-ce que c'est une chance ou pas pour l'agriculture française? Alors, je vais y répondre, juste pour compléter ce qu'a dit Patrick Artus. Et c'est vrai qu'il y a la réglementation sur les produits phytosanitaires, etc., mais aussi il y a le blocage sur le choix des grosses exploitations. On sait qu'en Allemagne, on peut avoir, je ne sais plus le nombre de vaches dans une exploitation. En France, dès qu'on fait ça, c'est l'horreur, etc. Oui. Et à côté, il y a aussi le problème d'implantation d'usines de transformation. On se souvient de l'usine Le Duf, là, qui n'a pas pu s'installer en Bretagne aussi. Oui, c'est tout un ensemble de choses qui freinent cette filière qui, effectivement, par nature, est un petit peu différente. On a plutôt des petits exploitants, petits ou moyens, ça dépend des choses. Sur la betterave, c'est plutôt des gros, ou le blé aussi, etc., oui. qui mettent en avant l'excellence française. Bon, voilà, mais j'insiste quand même sur le poids de la réglementation au sens large qui bloque quand même les initiatives. Après, sur le Mercosur, moi, personnellement, je pense qu'il faut le voter. Voilà. Alors, en rajoutant des compléments, des vérifications, des blocages sur certains sujets, etc. Mais si on raisonne de manière très globale, voilà. Alors déjà, sur le Mercosur, on entend effectivement les filières qui, dans le principe, seront perdantes, et c'est normal qu'elles s'expriment. Notamment la filière bovine. On n'entend pas celles qui, effectivement, seront gagnantes. Et il y en a un nombre aussi significatif. Alors, je ne suis pas un expert hyper pointu là-dessus, mais quand on regarde la balance générale, si j'ose dire, on est plutôt gagnant. Bon. Deuxième chose, sans faire la géopolitique de comptoir, mais c'est vrai que s'ouvrir le marché, enfin on y est déjà, mais améliorer et dynamiser le marché sud-américain semble quand même une bonne démarche. C'est un marché très intéressant, dynamique, qui est proche aussi d'une sphère occidentale pour des choses telles qu'elles sont, hein, alors que la Chine essaie de s'y implanter, etc. Donc on a un intérêt aussi, encore une fois géopolitique, sans exagérer les choses, à travailler avec eux. Donc oui, je pense qu'il faut le signer en mettant des protections, rajoutant des barrières, tout ce qu'on veut, etc., notamment sur l'alimentation des bovins. C'est vrai que personne n'a envie d'avoir chez son boucher des vaches qui ont été piquées à je ne sais quel produit, etc. Mais là encore, si on amène un peu de rationalité dans le débat, eh bien oui, il faut aller dans cette démarche de signer le Mercosur. Patrick, même question. Oui, je crois que le monde se ferme. Hein. C'est beaucoup plus difficile d'exporter aux États-Unis, ça va devenir plus difficile d'exporter en Chine, etc. Et on est à la recherche désespérée de marchés qui restent ouverts. Donc je crois effectivement que, d'abord, tous les travaux montrent que l'Europe serait gagnante à l'ouverture du marché des pays du Mercosur. Hein. Et effectivement, il reste effectivement les filières, la volaille, les bovins, etc., qu'il faut protéger. Mais le problème les règles sanitaires existent. Apparemment, elles sont un peu détournées, elles sont un peu contournées. Donc le problème, c'est effectivement comment on contrôle les produits qui rentrent sur le sol américain. Et comment on fait respecter les clauses miroirs en Amérique latine. Mais on peut pas. Je crois qu'il faut rester dans la logique de garder des marchés ouverts le plus possible, quoi, et résister à la fermeture des marchés. Et donc le Mercosur, c'est un bon accord. À cela près qu'il faut vérifier que les contraintes sanitaires sont respectées. Léonidas. Je suis très gêné par ce sujet parce que quiconque a eu à expérimenter la Commission européenne dès lors que l'on est confronté à un raz-de-marée de concurrence déloyale, sait que l'Europe n'a pas les moyens. Et non seulement on n'a pas les moyens de faire face à des situations de concurrence déloyale, j'ai eu à le constater avec l'arrivée de biocarburants venant d'Asie, qui étaient très manifestement, compte tenu des prix cassés, d'origine d'huile de palme et non pas du tout d'huile de friture oui. et de graisse animale comme c'est supposé être le cas. Et on ne sait pas le contrôler, ça ?
on ne sait pas le contrôler, on ne sait pas mettre en œuvre les clauses miroirs, on n'a pas les équipes nécessaires pour aller vérifier ce qui arrive, donc tout est fait uniquement avec du déclaratif. Pire que ça, lorsque vous allez constater à la Commission européenne que vous êtes devant un déversement de produits qui sont à l'évidence la violation des règles et que c'est en train de casser le marché et de faire basculer l'ensemble des tarifs, la Commission européenne, et là on a un véritable problème, et se réfugie derrière sa doctrine, qui est les marchés ouverts, c'est bien, et tout ce qui vous motive, c'est que vous préféreriez que les marchés... Mais le Didas, on a vu avec le CETA, par exemple, l'accord avec l'Amérique du Nord, le Canada, qu'on a été très largement bénéficiaire de cet accord. On avait peur aussi à l'époque, souvenez-vous du bœuf canadien qui allait nous envahir. Je pense que nous avons une vraie difficulté qui est d'être globalement tous d'accord avec les principes et de savoir que dès lors que dans ces principes, vous avez des vis qui viennent de s'y glisser et de véritables situations de concurrence déloyale, nous sommes à ce moment-là totalement démunis. Et malheureusement, ce n'est pas parce qu'on va signer je ne sais quelle clause en parlant de clause miroir et de contrôle que le papier en lui-même donnera le moindre effet pratique sur les marchés. Donc je comprends très très bien l'inquiétude de ceux qui risquent d'être perdants dans ce Mercosur, même si sur le reste, sur les principes, je serais tenté d'être d'accord. Mais des principes sans armes efficaces pour les faire appliquer, vous le savez comme moi, ce sont véritablement, j'allais dire, des miroirs aux alouettes. Bon, et le bras de fer continue. Emmanuel Macron ayant demandé à Ursula von der Leyen de reporter le vote qui était attendu entre mardi et vendredi sur le Mercosur. De toute façon, c'est un constat, donc il n'y avait pas de débat par rapport à ça. Maintenant, est-ce que pour autant, il faut changer de doctrine totale? Non. Essayons de pallier aux faiblesses de l'Union européenne. Alors, on le voit sur les colis, la taxe. On a porté les taxes à 3 €. Bon, ok. C'est un premier sujet. Bon, la doctrine générale qui était de favoriser la concurrence pour le bien-être du consommateur européen est en train de bouger aussi. Pas suffisamment vite, on est d'accord. Voilà. Donc la dérivée seconde, si j'ose dire, de l'action de l'Union européenne est quand même évolue dans le bon sens. Donc oui, soyons très vigilants, et le constat est effectivement malheureusement celui-là. Mais non, pour autant, ne bridons pas l'ouverture à des marchés et le développement. On a besoin de ces marchés au niveau européen, quoi. Bon. Mais de toute façon, si l'Europe n'échangeait plus avec le reste du monde, l'Europe ne pourrait vendre qu'à l'intérieur de l'Europe. Et l'intérieur de l'Europe... On a le plus grand marché du monde, Patrick. Oui, plus grand marché du monde, en croissance zéro pour jusqu'à la nuit des temps. C'est vrai aussi. Et donc, si on veut avoir un peu de dynamisme de notre économie, il faut exporter. Et donc, on ne peut pas exporter sans compromis. Et on dit beaucoup on ne peut pas exporter ce qui nous arrange et pas importer ce qui ne nous arrange pas. Quoi. Donc, et qu'on laisse la place aux Chinois si on ne signe pas. Martin, je ne peux pas être d'accord avec vous parce que je suis d'accord sur les principes et je suis tellement en désaccord sur la réalité. La question des paquets et de la taxe à 3 €, ça devait être en 2028. Donc il a fallu un bras de fer véritablement absolument colossal pour faire déjà accepter le principe que l'on mette une taxe sur ces paquets, qu'ensuite ça ne soit pas en 2028 mais que ça soit maintenant. Oui, mais on y arrive. Non, mais d'accord. Ce sera le 1er janvier. Pardonnez-moi, mais on y arrive avec une telle bataille. Et pardon, mais 3 € sur les paquets, je ne suis pas du tout certain que ce compromis que l'on a arraché de haute lutte soit véritablement à la hauteur du défi auquel on a affaire. C'est une autre question. On peut en parler sur le numérique, et c'est pas Christian qui me donnera la contradiction sur la question du numérique et sur l'invasion et le déséquilibre que nous avons avec les États-Unis sur nos services numériques, et sur un certain nombre de sujets, lorsque l'on constate qu'il y a de la concurrence déloyale, la Commission européenne dit mais tout ça c'est parce que vous n'avez pas envie de la concurrence. Donc non, Patrick puis Christian. Non, mais elle disait ça. Je crois que la doctrine de la Commission évolue pas mal. Oui. On voit les droits de douane sur les voitures, par exemple. Les paquets omnibus, pour simplifier un peu la lourdeur administrative. Je crois que la doctrine qui était effectivement les marchés ouverts et la concurrence intérieure évolue. Il n'y a pas que la doctrine, Patrick Artus, il y a aussi les moyens.
est-ce que véritablement nous avons des moyens humains, des contrôles, des contrôles sur place? C'est stupéfiant quand vous demandez à la Commission européenne quels sont les contrôles. Elle vous dit mais j'ai des tableaux Excel qui sont très très bien faits. Je dis mais les tableaux Excel ils sont déclaratifs. Donc vous n'avez pas derrière les moyens humains. Ouais. Les moyens qui existaient avec les frontières. Je dis pas qu'il faut revenir à un système antérieur, mais à un moment donné, au-delà des principes, il faut véritablement des personnes qui soient capables de contrôler, de mettre des limites et de bloquer des importations quand véritablement les règles ne sont pas respectées. Ouais, dans les règles miroirs, il faut aussi des personnes qui aillent... Il faut des services, bah, c'est sûr. S'il n'y a personne derrière. Christian Pouillon, un dernier mot. Sur le sujet numérique, effectivement, je le connais assez bien. On ne peut pas incriminer juste la Commission. C'est aussi la position des États. Moi, pour avoir négocié avec le BDI, avec les Hollandais, enfin, peu importe lesquels, etc., je parle même pas des Anglais qui sont sortis, etc., là, la Commission, en grande partie, n'y est pour rien. C'est les États qui, eux, ne veulent pas avoir l'influence française et préfèrent avoir l'influence américaine sur les sujets différents sujets sur le Cloud Act, etc. Enfin bon, voilà. Donc, je ne suis pas un fanatique ou un hagiographe de la Commission européenne, mais reconnaissons aussi, l'Europe pâtit malheureusement du fait qu'on est 27 États, qu'on a 2000 ans d'histoire, qu'on s'est foutu sur la gueule pendant assez longtemps, qu'on n'a pas la même langue, etc. Mais ça, c'est un état de fait qui va évoluer progressivement dans le temps, dans plusieurs générations. Mais ça avance. Mais encore une fois, ça fait qu'on avance plus lentement, mais on avance quand même. Coupable. Il y a plein de sujets dans lesquels c'est chacun des États. On voit sur l'automobile la position des Allemands. D'ailleurs, la décision a été décalée au mois de janvier, etc. Et là, c'est pas la Commission, c'est les États qui prennent leur position. Voilà. Donc, faut faire avec cet état de fait de l'Europe qui est une multitude d'États.